Eh bien, bon après-midi à toutes et à tous. Vous avez vu, je pense, pour la plupart, le documentaire Needs Island et bien, on suit ce focus autour du jeu vidéo avec Renaud Charpentier, que je vous demande d'accueillir très chaleureusement parce qu'il est venu de La Rochelle en plus, hein, donc c'est pas à côté. Merci. Et donc, l'heure que l'on a ensemble, l'heure et quart que l'on a ensemble, va s'articuler de la manière suivante. Donc, Renaud va vous expliquer un petit peu quel est son métier, etc. etc. Il y a des choses que l'on va vous montrer et vous aurez également la parole dans un deuxième temps. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut balancer sur le HDMI, please. Bon, je suis bilingue, comme vous pouvez vous en rendre compte. Bon. Ça va arriver, j'imagine, puisque Renaud a fait un slide. En attendant le slide, on peut peut-être déjà commencer. Oui, on va couvrir la technique. En fait, on va commencer par une petite présentation, parce qu'il y avait un peu la question pour moi de pourquoi est-ce qu'un game director viendrait à un festival de cinéma ? Sachant que moi, j'ai jamais fait de cinéma de ma vie, j'ai pas fait de documentaire, j'ai pas fait de film, j'ai pas fait de moyen métrage, de court métrage. J'ai vraiment fait que des jeux vidéo toute ma vie. Et en fait, c'est un peu ce que je vais vous présenter avec ces slides. Ça vient aussi d'une réflexion, une discussion avec Yannick qui organise ce festival, sur le fait qu'avant, les jeux vidéo et le cinéma étaient vraiment des univers qui étaient pratiquement totalement séparés, en tout cas au début, il y a 50 ans, et qui progressivement, en fait, se sont rejoints et aujourd'hui ont quasiment fusionné. Et donc, en réalité, les personnes qui s'occupent de ça travaillent de plus en plus de la même façon. Et en particulier, ici, on est un festival qui se focalise sur l'image, les chefs opérateurs, directeurs de la photo. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout dans le jeu vidéo à ses débuts, ni même il y a encore une vingtaine d'années, et qui maintenant va commencer à exister et qui va commencer à être une partie importante de leur création. En fait. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un problème technique parce qu'il n'y a pas de slide ? Ah, ok. Okay. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu à travers ma carrière. Ça fait à peu près 30 ans que je fais des jeux vidéo, et au départ, on était encore à l'époque principalement de la 2D. Donc les jeux vidéo, c'était principalement du dessin. D'ailleurs, il y avait quelques jeux, la Mortal Kombat, qui déjà à l'époque scannaient des images, ou des Jordan Mechner qui faisaient un peu de rotoscopie pour pouvoir faire des sauts dans des univers, mais ça restait quand même principalement de la 2D, à cause des capacités techniques. Et ensuite, moi, j'ai vécu l'arrivée de la 3D, et ensuite son perfectionnement, jusqu'à la génération de jeux actuels, qui sont en fait la génération qui correspond à la PlayStation 5, et qui commence, comme on l'a fait avec le dernier jeu que j'ai dirigé, Empire of the Ants, qui commence à se rapprocher en fait d'une photo de cinéma. Alors évidemment, les puristes disons ça ressemble encore à du jeu vidéo, mais on est passé grosso modo par l'exemple que je prenais pour le cinéma, c'est que on discutait tout à l'heure. On a eu un peu la première trilogie de Star Wars, donc les Star Wars 3, 4, 5, 6, fait par Lucas dans les années 70-80. Et là, tous les effets spéciaux sont faits à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire c'est des maquettes. Quand il veut faire exploser son étoile de la mort, il fait physiquement exploser sa maquette d'étoile de la mort, pour pas qu'il se rate. Ensuite, le temps passe et Lucas retourne vers son univers et fait les préquels, donc en fait les épisodes 1, 2, 3. Et les épisodes 1, 2, 3, là, il a accès à la synthèse. Et à l'époque, c'est vraiment de la synthèse de pointe. C'est LucasArts qui fait ça. C'est ce qu'on fait de mieux à l'époque. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et donc, ça lui permet de réaliser un film et des scènes qu'il aurait eu beaucoup de mal à faire à l'époque de la préquelle. Mais quand on revoit ça aujourd'hui et qu'on revoit la préquelle, les épisodes 1, 2, 3 aujourd'hui, la synthèse est un peu datée, quoi. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Et à l'inverse, ensuite, on a fini par avoir la troisième trilogie, les épisodes 7, 8, 9, qui n'ont pas été faits d'ailleurs par Lucas. Et là, la techno a évolué et la synthèse est quasiment parfaite. C'est-à-dire que les plans truqués sont plus différenciables pratiquement des plans photos. Et le jeu vidéo a connu un peu la même évolution. Alors évidemment, nous, on n'est pas
pas rendu au niveau des derniers épisodes. On est peut-être à l'époque au niveau technique des épisodes justement 1, 2, 3, où on a accès à la synthèse, mais c'est pas encore parfait. Et dans 5-10 ans, quand on verra justement ce que je vais vous présenter, on se dira « Ah, bah, c'était ce que le jeu vidéo pouvait faire de plus beau en 2025-26, mais là on est en 2035, quand même ça a pris un coup de vieux ». Mais déjà, c'est une grosse saute au niveau de ce que l'on peut faire et du lien que ça a avec le cinéma en fait. Voilà. Alors juste avant de commencer, puisque les slides sont apparus super, qui d'entre vous n'a jamais joué à un jeu vidéo? Levez la main, ça ira plus vite. Bon, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sortez. Non, restez au contraire. Parce que moi, je lève la main aussi. Je suis comme vous. Un slide, parce qu'il va y avoir beaucoup de termes anglais, mais on va essayer quand même. C'est une diapositive. On peut traduire. Donc la diapositive, c'est ce que vous voyez là. Alors voilà. C'est une très bonne question. Hein. Vous allez m'entendre utiliser beaucoup de termes en anglais, parce que le jeu vidéo, c'est beaucoup structuré aux États-Unis. Tous les termes sont anglais. D'ailleurs, tu es game director. D'ailleurs, je suis game director. Il n'y a pas vraiment d'équivalent français. Alors, on pourrait dire réalisateur de jeux vidéo, mais personne ne dit ça dans notre milieu. Tout le monde dit game director. Et de la même façon, les gens qui conçoivent les jeux s'appellent des game designers. Personne ne les appelle des concepteurs de jeux vidéo. Donc c'est un monde effectivement qui est extrêmement anglo-saxonisé au niveau des termes. C'est une bonne remarque. Et donc je vais vous présenter des slides et non pas des diapositives. Et vous allez m'entendre utiliser beaucoup de franglais, ce qui est le cas dans notre industrie. Oui. Ah oui, en fait, c'est mon téléphone. Donc je vais commencer un peu là-dessus. Faudrait enlever repasser en mode visio pour se débarrasser du. Ouais. Merci. Non. Voilà, donc l'idée c'était un peu de dire le jeu vidéo et le cinéma, ça a 50 ans d'évolution commune. Alors évidemment, le cinéma est plus ancien que ça, mais les jeux vidéo ont vraiment commencé il y a 50 ans. Et il y a 50 ans, les jeux vidéo, c'était ça, c'est-à-dire Space Invaders, qui était absolument incroyable quand on l'a vu sur une Atari VCS 2600. À l'époque, graphiquement, c'était mortel. Il y avait 3 couleurs et des pixels qui bougeaient. C'était fou, il y avait même du son. Et aujourd'hui, sur une PS5, vous pouvez jouer à Last of Us Remastered. Et là, vous obtenez l'image qui se trouve en dessous et qui est aussi une image de jeu vidéo real-time. Donc pendant ces 50 ans, on est passé de l'image du haut à l'image du bas. Et c'est ce qui fait qu'il y a 50 ans, il y avait une indifférence totale entre les mondes du cinéma et du jeu vidéo. Et qu'aujourd'hui, on est quasiment rendu à leur fusion. Donc on est passé vraiment par 3 stades que j'ai appelés « tout nous sépare », « tout nous attire » et « tout nous rassemble » en fait. Et c'est à peu près comme ça que ça s'est... Non, il faut que tu fasses ça. Ah, il faut que je fasse ça. Très bien. Donc au départ, un film, c'est une suite de photos. C'est pas des images, c'est des photos qui sont agencées linéairement par un scénario. Alors qu'au tout début de son existence, des jeux vidéo, c'est une suite d'images qui ne sont pas des photos, qui sont généralement des images qui sont des bitmaps informatiques, et surtout, c'est très important, qui sont agencés par le joueur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage prédéfini. C'est pas un scénariste ou un réalisateur ou un monteur qui décide de l'ordre des images, c'est principalement les actions du joueur, ce qui fait une différence fondamentale. Alors j'ai juste une petite nuance pour qu'on comprenne bien, parce que de toute façon, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui conçoive une histoire à l'intérieur de laquelle le joueur va pouvoir... Donc il y a quand même une autrice ou un auteur... Des réalisateurs, des auteurs. Alors au début, il n'y en a quasiment pas, c'est ce que je vais présenter. Enfin, moi, les premiers trucs que j'ai fait, c'était des trucs de tennis. Là. Alors, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'auteur derrière. Non, il y avait un programmeur, il y avait un designer, mais a priori, c'était assez simple en termes de... C'était très simple. Au début, il n'y a pas de regroupement entre les deux. Ce que je voulais montrer par là, tu as vraiment les jeux, le cinéma, c'est 2 mondes séparés. La seule chose qui est en commun, c'est que les deux utilisent des images et les deux utilisent du son. Et c'est vraiment tout. Il n'y a absolument aucun rapport entre les deux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu du côté des jeux vidéo une évolution technique absolument incroyable et artistique qu'elle a rendu possible sur à peu près une 50aine d'années, et qui est passée, à mon sens, par à peu près 4 grandes phases que j'ai synthétisées comme la maîtrise de la 2D, en gros. Ensuite, finalement, la maîtrise de la 3D. Puis l'arrivée, alors là on y vient à ce que tu disais, de la maîtrise ou de l'incorporation du scénario. Et enfin, pour des raisons techniques, la maîtrise, alors je pense qu'il y a des chefs opérateurs qui vont un peu tiquer, mais la maîtrise de la photo, ou du moins l'apparition de la photo dans le jeu vidéo. Peut-être peux-tu détailler un petit peu ces 4... J'y vais. Voilà. Alors ça, c'est vraiment la toute première période. Là, voilà, tu vois, on retrouve le jeu dont tu parlais. Ouais, donc ça, c'est Pong. J'étais très fort.
des tout premiers jeux, 1972. Donc là, ils font un jeu avec ce qu'ils ont, c'est vraiment quelques pixels qui se battent en duel sur fond noir. Et ça, c'est même pas envoyé en numérique, ça c'est envoyé sur des télévisions à balayage. On est vraiment dans la préhistoire. Et en fait, c'est les premiers jeux vidéo commerciaux. C'est pour ça que tu y as joué. C'est les premiers qui atteignent. Alors, il y a une histoire avant des jeux vidéo sur laquelle je passe, très expérimentale, qui se faisait avec des oscilloscopes, etc. Mais ça, personne n'y jouait. C'était des gens qui s'amusaient dans leur laboratoire à faire ça. Et c'est les premiers jeux qui sont un vrai succès. La première console que mon père a ramenée chez moi quand j'avais 6-7 ans, c'était la console Pong où il y avait ce jeu-là et 2 autres jeux, et c'est tout. Assez rapidement, les jeux vidéo ont évolué vers ce qu'on voit ensuite, qui est Space Invaders, où là, ça commençait à devenir un peu plus complexe, un peu plus pixelisé, alors pour jouer très pixelisé, mais on commençait à pouvoir représenter un peu des formes. Et bien les icônes, enfin les petits Space Invaders sont restés, c'est des icônes de la culture populaire. Donc c'est peut-être le premier jeu qui a créé une icône de la culture populaire. On en retrouve parfois fait en mosaïque sur les murs. Il y a des artistes qui en sont inspirés. Donc déjà, esthétiquement, ça a commencé à avoir une influence. C'est un petit peu l'ancêtre des emojis. Oui, quelque part. C'est les premiers groupements de pixels qui ont une identité et un sens propre, on va dire. Et assez rapidement ensuite, donc là on est déjà en 1982, on commence à avoir arrivé quelque chose qui ressemble presque à un dessin. Alors c'est encore très pixelisé, donc ça c'est un jeu de course de voiture qui s'appelait Pole Position, gros succès en arcade. Et on commence à avoir de la couleur, on commence à avoir de l'animation, on commence à pouvoir dessiner des nuages, ça commence à sortir un peu de quelque chose d'extraordinairement pixel art et très stylisé. Quand tu dis succès en arcade, c'est quoi l'arcade pour les personnes? Alors en arcade, c'est-à-dire que oui, à l'époque, on jouait rarement aux jeux vidéo chez soi avec une console. Hein. On jouait aux jeux vidéo sur une bonne borne d'arcade, dans un bar ou dans une arcade lounge, où les jeux arrivaient, on pouvait y jouer avec des pièces, et les jeux étaient conçus pour qu'on perde en 30 secondes, parce qu'il fallait qu'on mette des pièces, hein, et tout notre argent de poche passait là-dedans. Et c'était inimaginable d'avoir d'ailleurs des jeux aussi puissants que ceux-là chez nous. Et on se disait jamais on aura des bornes d'arcade aussi puissantes, des jeux vidéo aussi beaux chez nous, ça ne va pas arriver, quoi. Voilà. Et là, il y a un jeu suivant qui est en bas à gauche qui s'appelle Space Harrier. Et là, justement, c'était un jeu qui était en arcade. Et c'est un des premiers jeux. Alors, c'est encore de la 2D. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'il est intéressant. Parce que c'est un jeu qui commence à vouloir faire de la 3D, mais en 2D. Donc en fait, tout ça, c'est que des sprites qui zooment sur l'écran. Il n'y a pas de calcul vectoriel. C'est que des sprites qui Alors, ce sont que des images 2D, mais je suis sûr que voilà. Ce sont que des images 2D qui sont imprimées sur l'écran et on truque leur taille et leur position pour faire croire à un défilement 3D. Mais il n'y a aucun calcul 3D, il n'y a pas de vectoriel là-dedans. Donc là, on est vraiment dans la phase de maîtrise de la 2D, parce qu'au départ, on ne la maîtrise pas vraiment. Tous ces jeux n'ont pas de scénario, ou quasiment pas, où c'est vraiment 2 lignes. Il n'y a pas de photo au sens direct parce que c'est de l'aplat. Et là, on est vraiment, là, le cinéma s'intéresse absolument pas à ça. Alors on passe quand même, c'est pour ça que je l'ai inclus, à un jeu comme Street Fighter, qui est en bas. Donc de 1991. 1991, ouais. Donc là, on a un peu avancé et surtout, on commence à maîtriser le 2D dans le sens où on commence à avoir des vrais personnages. Street Fighter commence à avoir un scénario, même s'il est assez basique, et le cinéma commence à s'y intéresser. Ça fait partie, alors il y en a eu avant, mais ça fait partie des jeux que le cinéma va se dire, tiens, c'est un succès, il y a des personnages, ils ont une vraie esthétique, on va les adapter au cinéma. De manière pas très heureuse, voire catastrophique, mais en tout cas, le cinéma commence à se dire, ah tiens, il y a une culture de l'image ici, il y a des personnages, il y a une narration, on pourrait en faire quelque chose, ça existe. Alors que juste avant, il n'y avait jamais eu d'adaptation de Space Invader au cinéma, quoi. Voilà. Ouais. Là, je fais juste une petite digression, puisque au cinéma, il me semble que c'était donc dans ces années-là, est sorti le film Tron, qui était quand même lié à l'univers. Oui. Qui allait arriver des jeux vidéo. Alors c'est vrai, Tron est un landmark très important, mais pour l'image de synthèse. C'est-à-dire que c'est le premier film qui est fait par Disney, où certains plans sont calculés entièrement en image de synthèse, donc sont entièrement virtuels. Et en fait, ils font un peu la recherche et développement des technologies de rendu 3D, mais alors qui eux sont précalculées, donc il faut des minutes, voire des heures pour obtenir une image. Mais c'est ces technologies-là qui vont permettre en fait, de développer ce qui va permettre le jeu vidéo 3D, c'est-à-dire la prochaine génération. Et en fait, pendant qu'on fait Tron, le jeu vidéo est en train de faire ça. Alors ça, c'est vraiment un passage qui est très important, maîtrise de la 3D. Donc ça se passe, le premier que vous voyez en haut à gauche est très connu, ça c'était Doom. Et Doom, en fait, est intéressant parce que c'est un jeu qui est en 3D, en first person, donc qui place la caméra... En first person, donc on voit ici un revolver, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'on voit la scène à travers les yeux du personnage principal. D'accord. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on retrouvera par la suite. Mais c'est la première fois que ça existait. C'est la première fois qu'on fait ça comme ça. Mais encore, avec là, c'est très intéressant par rapport à Tron. Dans ce jeu-là, ils sont encore obligés de tricher. C'est-à-dire que l'image que vous voyez là n'est pas une image calculée en 3D. C'est en fait une astuce où on prend encore des images 2D qu'on projette de manière approximative
pour créer un effet de perspective. C'est pour ça que l'effet de perspective est faux. Si vous le regardez, les deux murs là, qui convergent au fond ne suivent pas les lois de la perspective, parce que c'est la seule chose qu'on peut programmer à l'époque. Mais il y a cette volonté des développeurs de commencer à avoir un monde en 3D dans lequel on peut se situer. Un peu comme dans le documentaire qu'on vient de voir, où c'est un monde qui est 3D, ça paraît naturel. Mais le jeu vidéo, à cette époque-là, n'est pas encore capable de le faire en temps réel. C'est trop difficile. Par contre, assez rapidement, le même studio qui a fait donc Doom, qui est un studio légendaire qui s'appelle id Software, dirigé par un génie qui s'appelle Carmack, va sortir le jeu suivant qui, lui, est très connu, qui est Quake. Et Quake qui est là, en haut à droite. Donc ça, c'est de 1996. 1996. C'est un studio qui est c'est américain. Un studio américain, ouais. Alors, il y a eu des jeux vidéo real-time, etc. Mais le premier grand jeu vidéo real-time qui est la vraie 3D, où là vraiment on utilise justement les technologies de Tron, mais en temps réel pour pouvoir faire un rendu 3D, encore assez basique, c'est Quake. Et ça marque vraiment un moment fondamental. Et aussi pourquoi ? Parce que aussi bien Doom que Quake, comme il présente un univers 3D avec des personnages, il faut commencer à l'habiller. Donc il commence à se poser des questions de scénario. Donc il y a un début d'arrivée du scénario, d'univers plus complexe, de narration. Comme il y a un level design, on est obligé de préparer des scènes. Un level design. Un level design. Alors je vais pas pouvoir il n'y a pas de un design des niveaux. Un niveau de décor. Voilà, un design des décors, on va dire ça. Voilà. Et tout ça commence à avoir besoin d'un scénario pour que ce soit guidé. Et on pourrait dire qu'il y a le tout début de la photo, alors plutôt dans ceux qui sont en bas, parce que on commence à avoir un rendu qui commence à ressembler un peu à du dessin animé au départ, on est très loin d'un rendu photographique, et donc il commence à y avoir des gens qui se posent la question de la teinte de l'image, du chromatisme, donc là c'est deux exemples. Les deux jeux qui sont en dessous sont extrêmement importants, celui qui est en bas à gauche s'appelle Half-Life, c'était un jeu qui était extrêmement important quand il est sorti. Pourquoi ? Parce qu'Half-Life, lui, est une des premières propositions de jeu où c'est un jeu, un shooter, mais avec un scénario très conçu, très important. C'est-à-dire, ça raconte une histoire. Shooter. Ouais, un jeu de tir. Pas que, en l'occurrence, là, on se bat avec un crowbar. Donc, en fait, C'est quoi ce truc ? un pied de biche, merci. Ah. Un pied de biche, voilà. Mais Half-Life est resté parce que c'est un des premiers jeux où les gens voulaient le finir et s'y intéressaient à cause de son histoire. Donc là, il y avait un vrai travail scénaristique et un vrai travail sur les personnages. Et ensuite, au début des années 2000, donc là, on a une image d'un jeu qui s'appelle Metal Gear Solid 2, série de jeux, alors pour le coup japonais, fait par un autre génie de jeux vidéo qui s'appelle Kojima. Et alors lui, justement, est très très intéressé par le cinéma. Kojima est un fou de cinéma. Et quand il fait ses Metal Gear Solid, il crée vraiment des personnages très forts, des histoires complexes, qui d'ailleurs ont développé une lore auquel les gens... Un univers auquel les gens sont encore attachés. Et il y a vraiment des thèses qui ont été écrites sur cet univers. Mm-hmm. Et là, on est vraiment en tout début des années 2000, 2001. Ça y est, on a maîtrisé à peu près la 3D, même si c'est encore pas photographique, mais on la maîtrise. Ça y est, on peut commencer à faire ce qu'on veut. Il y a une vraie arrivée du scénario et des univers comme pour le cinéma. Et on commence à se poser des questions. Par exemple, là, on le voit, Half-Life est assez marron dans son rendu, marron-gris. Il y a une volonté chromatique de ce côté-là. Mm-hmm. Metal Gear Solid, volontairement, en tout cas dans ses niveaux, a une dominante verte qui va plus militaire. Donc on commence à avoir des intentions photographiques. Et là, on commence à être dans le moment où tout nous attire. C'est-à-dire qu'un Kojima est très intéressé par le jeu vidéo. On a des réalisateurs, par exemple, comme le gars qui avait fait Final Fantasy, qui lui va réaliser en fait un film directement, qui va avoir l'opportunité de réaliser un film. On va avoir des séries comme Final Fantasy qui vont être rendues en fait pour faire des longs métrages d'animation. Donc il commence à y avoir des passerelles entre les deux. Et on commence aussi, moi à l'époque je travaillais pour Ubisoft, on commence à voir arriver des réalisateurs de cinéma qui viennent pour consulter sur les jeux, pour justement commencer à s'y intéresser, parce que on est confronté, nous, game designers, à des problématiques qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas vraiment encore très bien que faire avec une caméra, que faire avec une profondeur de champ. C'est nouveau pour nous. Ce n'est pas notre formation. Avant, ça n'existait pas. Voilà. D'accord. Là, en tout cas, les premiers films auxquels tu fais référence, c'était des films d'animation. Ce n'étaient pas des films avec des actrices et des acteurs. Alors, si ça a commencé, ils ont commencé à faire des films avec des actrices et des acteurs tirés des univers de jeux vidéo. D'accord. Alors, ça s'est généralisé. Il y a eu des expérimentations catastrophiques qui sont restées célèbres, comme l'adaptation de Super Mario dans les années 90, je crois, qui est presque un film tellement il est mauvais qu'il est bon, en fait. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais, c'est une catastrophe. Mais il commence à y avoir des adaptations
un peu plus réussi. Alors, enfin, ça commence à être pris un peu au sérieux, en fait, ces univers, par le milieu du cinéma. Mais pour l'instant, c'est vraiment un jeu vidéo, c'est beaucoup vendu, on va en faire un film. Ouais. Et finalement, les directrices et directeurs de la photo du cinéma doivent s'inspirer de l'image du jeu vidéo pour que les spectatrices et spectateurs retrouvent l'univers qui leur est familier. Alors justement, à cette époque-là, non, justement, ils le font absolument pas. Ils changent totalement. Justement, ils ignorent complètement le jeu vidéo, Ok. quelque part, peut-être, ils snobent un peu. Et ils se disent, bon, ben, on va forcer à faire un film sur Super Mario, donc je vais même pas regarder, même pas essayer de me rapprocher de l'esthétique du jeu ou de quoi que ce soit, ni du type de caméra, quoi que ce soit. Je vais refaire mon truc avec cette licence. Voilà. Même chose pour des Street Fighter, même chose pour des Mortal Kombat, d'ailleurs, qui a été transformé en jeu vidéo. Les gens qui s'emparent de ça, les cinéastes qui s'emparent de ça, c'est vraiment parce qu'ils ont une licence, qu'ils peuvent faire un film là-dessus et que peut-être il y a des gens qui viendront le voir. Mais il n'y a pas cette volonté de les transcrire. Il n'y a pas de lien entre le joueur de jeu vidéo qui est le spectateur potentiel. Non. Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, c'est ça qui s'est inversé. À l'inverse, quand récemment HBO va adapter quelque chose comme The Last of Us en série télévisée, ils vont vraiment l'adapter. C'est-à-dire que c'est proche du jeu vidéo. C'est fait d'ailleurs par Neil Druckmann, c'est-à-dire le mec qui avait réalisé en fait le jeu vidéo, et c'est traité avec le même niveau de sérieux et d'intégrité. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est 2024, The Last of Us. À l'époque de ça, tout nous attire, mais c'est encore deux mondes totalement séparés. Et donc, juste pour terminer avec ça, on peut dire également que l'arrivée du scénario correspond à des jeux qui sont moins, entre guillemets, bourrins, où là, il faut juste, j'imagine, dézinguer le vilain monstre, Oui. et alors que là, il y a des choses qui sont plus élaborées en termes de scénario, de stratégie, parce que là, c'est juste, tu lui tires dessus et ciao, quoi. Tout à fait, oui. Il y a une évolution du gameplay aussi, d'ailleurs c'est presque emblématique des images qui sont là. Les deux premières, on voit en premier plan une arme, et le but c'est juste de se déplacer et de tirer sur tout ce qui bouge. Oui. Déjà Half-Life, en bas à gauche, on se balade pas forcément tout le temps avec une arme, on parle avec les personnages, on interagit. Et Metal Gear Solid est un jeu d'infiltration, celui qu'on voit en bas à droite. C'est-à-dire que paradoxalement, on peut tirer, mais c'est pas le sujet principal du jeu. C'est plus un jeu d'aventure, d'exploration, d'infiltration, de cache-cache quelque part. Et donc on est aussi dans une vue qui est très importante où on voit son personnage, ce qu'on appelle une vue à la troisième personne. Donc pour les premières fois, d'autres jeux l'ont fait, mais on commence à voir le personnage principal qui est au centre de l'écran et la caméra le suit comme un réalisateur suivrait un acteur, alors que dans les jeux précédents, on ne voit pas le personnage principal puisqu'on voit à travers ses yeux. D'accord. Ce qui est une vue première personne. Ok. Mais le personnage, par exemple, en 1996, il peut rencontrer d'autres personnes. Il rencontre des. Alors dans Quake, non justement, il rencontre des monstres sur lesquels il tire. Non, mais c'est des monstres, mais genre, c'est pas des avatars d'êtres humains. Ah non, si je pas veux du dire. tout. Non. Donc ça veut dire que, pareil, en termes d'image, la texture de la peau et toutes ces choses-là seront développées bien plus tard. Bien plus tard, oui. D'ailleurs, là, on n'est pas encore. Alors c'est une très bonne introduction. On passe à ça dans la. Non, pardon, excuse-moi. Dans la. Ah bah tiens, alors. Bon, ouais. Voilà. On passe à ça dans la troisième période, alors qui démarre dans les années 2010. Alors la frontière est floue, mais j'ai choisi ces 4 jeux parce qu'ils sont emblématiques. Donc là, en haut à gauche, on a un jeu qui a été très important à son époque, qui s'appelle The Last of Us. Alors ça, en l'occurrence, c'est une image du remaster de Last of Us qui est sorti bien après. La qualité graphique de l'original n'était pas de ce niveau-là. On a des jeux comme Detroit, qui est un jeu français qui a été développé à Paris, en haut à droite, où on commence à voir, par exemple là, ces personnages principaux avec derrière un flou, tu vois, un arrière-plan comme si ça avait été pris en photo avec un point de focale. En dessous, on a un jeu qui s'appelle Red Dead Redemption 2, qui lui est extrêmement scénarisé, où l'histoire est quasiment plus importante que le gameplay, si on pourrait dire. Et on a l'évolution presque finale, année 2020, en bas à droite, qui est un jeu qui s'appelle Cyberpunk 77, que je vous recommande tous de jouer. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre du jeu vidéo des 10 dernières années. Mais ce qui nous intéresse là, c'est que le personnage qu'on voit ici, c'est Keanu Reeves. Donc là, carrément, le jeu vidéo est arrivé à tout nous rassemble. Quand ils préparent Cyberpunk 77, ils vont chercher Keanu Reeves, qui est déjà une star à l'époque, et ils lui disent « tu vas jouer un des rôles principaux dans le jeu ». Et ils utilisent non pas seulement juste son image et l'enregistrement de sa voix, mais ils font de la performance capture, c'est-à-dire qu'ils le mettent dans un studio avec des capteurs, avec de la motion capture, pour vraiment récupérer la position qu'a le personnage, en l'occurrence de Johnny Silverhand, qu'il incarne dans ce jeu-là. Keanu Reeves a pris cette position dans un set et a été filmé pour la retranscrire directement en jeu. Donc là, on commence à intégrer, au-delà du scénario, carrément des acteurs et du jeu d'acteurs et de l'incarnation. Et d'ailleurs, si on regarde ces 4 images, c'est pour ça que je les ai choisies, ces 4 images sont emblématiques de ces jeux parce que qu'est-ce qui ressort et qu'on voit en premier ? Les personnages principaux. Et qu'on est passé de quelque chose
qui était lointain, abstrait, première personne, même si je sais, il y a des jeux première personne qui continuent à exister, mais des jeux très grand public, et tous ces jeux-là ont été des succès qui sont vendus à des dizaines de millions d'exemplaires, les 4 là. Et bien quand on les présente, quand on les montre, c'est avant tout des personnages, des acteurs qu'on met au premier plan en fait, et pas des mécanismes de gameplay. Et ce que tu me disais, c'est que là, pour faire référence à la photo de 2018, précédemment, en termes d'image, tout était toujours net. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de possibilité technique d'avoir en fait une direction de la photo, parce que simplement les moteurs de rendu 3D n'étaient pas capables de le faire. Donc ça, c'était pas forcément une volonté de la part des gens, mais c'était juste une limite un problème technique. Ouais, c'était une limite technique. Qui, en évoluant, si au début des années 2000, quand on faisait des jeux, on allait voir en tant que créatif les programmeurs qui s'occupaient des moteurs de jeu, et qu'on leur disait, ben voilà, je voudrais un plan comme le premier, enfin les deux qui sont en haut, avec le personnage au premier plan qui est net, et le fond qui est flou, avec en plus un effet de blur et de diffusion dans le fond. Les programmeurs vous regardaient, ils vous répondaient non, tout va être net, le premier plan sera net, le second plan sera net, le troisième plan sera net, c'est juste pas possible. On n'a pas la puissance de calcul pour faire ça en temps réel, sachant que la plupart de ces jeux tournent en 30 ou 60 images par seconde. Ça veut dire qu'on a 32 millisecondes ou 16 millisecondes quand on tourne en 60 images par seconde pour calculer toute la scène. Donc il a fallu qu'il y ait une évolution des processeurs à la fois graphiques et des CPU phénoménale pour qu'on arrive à calculer ces images-là en gros en 30 millisecondes. Et avant, c'était pas possible. CPU, c'est quoi ? CPU, Central Processing Unit, processeur. Of course. Voilà. Enfin, un processeur, un machin, un peu comme ce que vous avez sur votre machine, vous écrasez les carottes, mais c'est un peu plus sophistiqué. Ouais, ce que vous avez tous dans la poche, vos téléphones portables. Voilà. Vos téléphones portables, d'ailleurs, dans cette salle, vous avez tous pratiquement un téléphone portable dans la poche. Ils sont pratiquement tous capables de ce niveau de rendu aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de jeu qui de ce type, enfin, il y en a quelques-uns, mais qui existent sur téléphone portable pour des questions de type de jeu et de marché, mais la plupart des appareils que vous avez dans la poche sont à peu près capables de ce type de rendu en real time. C'est vous dire combien ils sont devenus puissants. Et donc là, tu parlais de Keanu Reeves et effectivement d'acteurs, etc. Est-ce que le monde du cinéma et des directrices et des directeurs de la photo se sont dit « Ah ben tiens, je vois cette image-là, j'ai peut-être un rôle à jouer dans le design, enfin c'est bon, ça va, du jeu vidéo. Si je proposais mes services, comment ça se passe ? La réponse est non. Tu veux dire, il n'y a pas eu de directrice et directeur de la photo qui se sont intéressés. On a vu personne arriver, et au contraire, il y a eu on a été obligés, nous, plutôt d'aller les chercher. D'ailleurs, paradoxalement, c'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est qu'en fait, des gens comme moi étaient conscients des nouvelles problématiques qu'on avait et en fait du manque de compétences qu'on avait dans certains domaines, en particulier la photo, mais aussi le montage, le cadrage, etc. Des gens comme moi connaissent ces problématiques, savent que ça existe dans d'autres domaines, mais n'en sont pas des maîtres, des professionnels. Nous, notre domaine, c'est vraiment le jeu vidéo. Et c'est plutôt des directeurs de jeux vidéo qui sont allés chercher, taper sur l'épaule de gens du monde du cinéma, de monteurs, etc., pour leur dire ça nous intéresserait que vous veniez regarder ça, travailler avec nous, etc. Historiquement, les gens qui s'occupaient de l'image dans les jeux vidéo étaient généralement des artistes 3D, artistes 2D ou artistes 3D, et les art directors de jeux vidéo, généralement, venaient de ce background. Donc ils étaient très forts techniquement, en technique de rendu 3D, sans entrer dans les détails, modélisation, animation, shader, etc. Parce qu'ils avaient besoin de l'aide pour être capables de faire ces personnages, mais ils venaient de formations spécialisées dans ces domaines. Ce pas des gens qui étaient passés par des écoles de cinéma ou qui s'étaient intéressés, enfin évidemment c'est des gens qui s'intéressaient à l'image, au cinéma, mais ce n'étaient pas des professionnels de ces questions-là. Et donc, en fait, non, pour répondre à ta question, honnêtement, on n'a pas vu arriver les professionnels du cinéma qui ne sont pas venus nous taper sur l'épaule en disant moi, je suis, par exemple, notre domaine qui est maintenant très utile dans le jeu vidéo, c'est un éclairagiste. Oui. Ces scènes, en fait, sont des scènes 3D complexes. Il faut les éclairer. La scène que vous voyez avec Keanu Reeves, il y a quelqu'un qui a passé des heures et des heures à placer toutes les lumières qu'on voit blanches au-dessus, à régler leur teinte, leur intensité. Les ombres ? Oui, alors les ombres sont calculées directement par l'ordinateur, mais du coup, le gars a dû, par exemple, tweaker ses lights, ces lumières, pour que les ombres donnent ce qu'il voulait. Et ça, c'est un métier d'éclairagiste qui existe depuis la nuit des temps dans le cinéma, qui maintenant, par la force des choses, existe dans le jeu vidéo, mais ça a été fait souvent par des artistes 3D qui se sont mis à faire ça parce qu'il y en avait un besoin sur une prod, sans aller chercher des gens qui avaient toute l'expérience d'éclairagiste, en fait, pour de l'image photo ou de l'image de film.
Tu vois. Et donc il y a plein de corps de métier comme ça, éclairagiste, à la limite on pourrait dire même la direction d'acteurs, parce que Keanu Reeves, il a bien fallu le diriger. En l'occurrence sur un jeu comme ça, c'est les directeurs de CD Projekt Red qui s'en sont occupés, donc ils sont un peu improvisés directeurs d'acteurs. Je pense qu'ils ont dû, j'ai pas le détail, mais je pense qu'ils sont peut-être fait un peu aidés par des gens plus spécialisés. Mais grosso modo, non, les deux mondes sont quand même restés assez étanches. Ce que je regrette, c'est pour ça aussi d'ailleurs en partie que je suis ici. Et on n'a pas eu vraiment de gens qui soient allés dans les deux sens. C'est deux mondes qui ne se sont pas connus. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce que des gens comme moi essayent à toute petite échelle de participer à faire, de dire aux directeurs de la photo, directeurs et directrices de la photo qui sont ici, mais en fait, les studios de jeux vidéo vont avoir besoin de vous et de vos compétences, même si pour certains, ils n'en sont pas encore tous complètement conscients. Et il va falloir éclairagiste, chef opérateur, monteur aussi, on va avoir besoin de ces compétences. D'accord. Mais il y a presque, enfin, c'est pas une contradiction, mais la chef opératrice ou le chef opérateur va filmer le réel, alors que là, ce sont des images qui sont générées, ce ne sont pas des images réelles. Alors ça, c'est une discussion très intéressante. Ça poursuit un peu le documentaire qu'on vient de voir. Oui, c'est ça. Qui finalement présentait un monde virtuel dans des aides, et on peut se poser la question pour les gens et les joueurs qui y étaient, certains se la posent d'ailleurs, de savoir si c'était encore un monde si virtuel que ça, ou si leur vie était là, est-ce que ça signifiait, où est-ce que ça allait. Donc là, la frontière se... Et là, c'est la même chose. Oui, effectivement, ces images n'existent pas en dehors d'un calcul d'ordinateur. Mais à partir du moment où elles deviennent quasi indifférenciables d'une image de photo, et ben en fait, c'est les mêmes types d'art et les mêmes compétences qui sont nécessaires pour le faire en fait. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ces gens ne sont pas venus en disant moi je suis directeur de la photo, je sais faire ça avec de l'argentique, avec un appareil photo, avec des caméras, des caméras de vidéo. Et ils se disent oui mais là j'ai rien à filmer quoi, donc je suis pas forcément légitime, compétent pour le faire. Alors qu'en fait si, tout l'œil, la connaissance, même par exemple le cadrage, toutes les règles de cadrage, de comment on monte un dialogue, etc. Tout ce qu'on apprend dans les écoles de cinéma, c'est parfaitement valide pour le jeu vidéo. Voilà. Et donc je pense, c'est pour ça que c'est la troisième période, maintenant que les jeux ont maîtrisé le scénario, ont des univers, des personnages, que la photo est devenue possible. Alors je suis bien conscient, je ne dis pas que la photo est encore rendue au niveau de ce qu'on peut faire avec de la photo argentique, avec tout son développement, c'est pas encore aussi précis et net, hein, mais ça devient possible et nécessaire. Qu'on a des jeux qui sont aussi cinématiques, on a deux domaines, ou en tout cas sur la production des jeux, tout nous rassemble en fait. Et de plus en plus, on va avoir des compétences des gens qui vont travailler des deux côtés. Sur le dernier jeu qu'on a fait, on a travaillé par exemple avec un vidéaste monteur, Yannick, qui n'avait jamais touché du jeu vidéo avant et qui a travaillé avec nous sur les cinématiques parce qu'on avait besoin de ces compétences en fait et qu'on ne les avait pas en interne dans un studio de développement de jeux vidéo. D'accord. Voilà. Alors la slide d'après peut-être. Ouais, alors ça c'était pour dire un peu, voilà, donc au niveau de la fusion, il y a eu différents types en fait, de choses qui ont été maîtrisées. Ça c'est une image de The Last of Us. Alors qui montre qu'on commence à avoir une maîtrise du rendu. Je dis bien on commence, parce qu'un photographe va voir ça, il va me dire mais en fait vous avez éclairé du plastique mouillé avec un briquet et c'est ça qui fait votre image. Mais attention, là on commence à voir, par exemple, on voit le contour des bras des personnages qui sont détourés par la lumière, oui, comme s'il y avait une backlight, etc. Donc c'est pas encore, évidemment, c'est pas encore parfait, c'est du real time. C'est ce qu'on fait pratiquement de mieux aujourd'hui en real time. Non, real time, temps réel. En temps réel, pardon, oui, en calcul temps réel. Donc là, ça veut dire qu'on pourrait bouger la caméra évidemment autour et le rendu se ferait, c'est pas un rendu fixe, oui. Mais on est capable de faire ça, ce qui n'existait pas avant. Donc on commence à avoir de la lumière, on commence à avoir des matériaux. Et c'est vrai que là, pour le coup, quand on imagine l'image de cinéma, par exemple, on cadre dans un axe et on est dans un axe. Dans le jeu vidéo, on peut se déplacer à 360 degrés. Oui, tout à fait. Ce qui complique énormément la tâche. Ça complique énormément la tâche parce que ça a deux problèmes. Il y a un problème technique, donc on n'est pas obligé de faire juste ce que l'on peut voir, comme on l'a vu dans le film de tout à l'heure, on veut tourner la caméra et voir derrière. Et c'est aussi un problème de production. Parce que le cinéma a la bonne habitude de se simplifier la vie en se disant on va filmer uniquement, on va faire cette scène-là, et on va filmer les deux gars en train de parler, et en fait, on ne va jamais faire de contre-champ pour montrer le public. Donc on n'a pas besoin d'avoir le public pour faire une scène de cinéma qui montrerait que nous, en fait, en train de parler pendant 10 secondes pour dire, voilà, il a fait un speech. Et donc on n'aurait pas besoin d'avoir le public. Le problème, c'est que si on fait la même scène dans un jeu vidéo, comme le joueur contrôle la caméra, même si l'intérêt principal est de nous regarder et de fixer là, rien n'empêche le joueur de tourner sa caméra et de vous voir. Et donc on est obligé de produire les sièges et les personnages à l'intérieur et le truc et la régie et toutes les lumières. Et finalement, et peut-être même aussi que dans le jeu, le joueur peut remonter les escaliers et sortir.
Et donc, il ne peut pas sortir. Il nous faut un bout de la ville. Alors, comme game designer, on peut dire non, la porte est fermée, tu sors pas, tu es gentil, tu restes dans la pièce. Mais enfin, en tout cas, on va rapidement avoir besoin de toute la pièce. Là où le cinéma peut beaucoup tricher, se simplifier la vie en se disant non, non, on cadre que cette zone-là, ici le mur, il n'y en a plus, mais c'est pas grave, on ne verra jamais, alors que nous, si. Donc ça augmente beaucoup, c'est une des choses qui augmente beaucoup les coûts de production, la difficulté de production technique. Alors l'image suivante vient d'un jeu qui s'appelle Hellblade 2, Senua's Sacrifice, et qui est ça aussi, c'est une image calculée en temps réel du jeu, et qui est déjà une des avancées les plus poussées dans le rendu des visages et des expressions. Donc là aussi, ils ont fait appel à une actrice. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que des animateurs 3D ont généré. Non, non, ils ont pris une actrice et avec des systèmes de performance capture, en filmant son visage, ils ont reprojeté son expression. Mais alors là, on le voit très précise, presque une expression de désarroi un peu sur son visage. Enfin, on commence à intégrer des émotions assez fines au sein des jeux. Ouais, elle va pas bien. Hein. Ah non, c'est le sacrifice. Ceux qui connaissent, c'est un personnage très très troublé. Et justement, pratiquement l'état d'esprit interne du personnage commence, je ne suis pas en train de dire que c'est absolument parfait, mais commence à pouvoir passer dans un jeu vidéo, ce qui avant était inimaginable en fait. Et là, effectivement, on se rend compte aussi de la profondeur de champ, puisqu'en fait, oui. Le visage est parfaitement net, mais pas le fond. Oui, effectivement. Et on commence à avoir des problématiques intéressantes. Là, son visage est débouché sur la gauche par une lumière bleue, etc. Et ça, là, ce qui est très intéressant, c'est comme maintenant on a des moteurs de rendu qui rendent ce qu'on leur dit, qui sont réalistes, et ben, quand ils ont fait les premiers shots de ça, il n'y a pas cet éclairage bleu. Et du coup, c'est plat parce que tu ne vois pas le côté de son visage. Et là, les artistes 3D disent, ben oui, mais la scène d'éclairage, c'est juste la lune qui est là, il n'y a pas de contre-light bleu. Et donc, on commence à être obligé d'en ajouter une artificiellement dans l'univers pour venir mieux éclairer le personnage. Donc, on commence à être obligé de venir tricher avec la lumière, comme des éclairagistes trichent en permanence. Et mettre une backlight, un fond blanc pour envoyer de la lumière, etc. Ce qu'on n'a jamais fait dans le jeu vidéo avant. Tu vois ? Donc on pourrait presque dire que si on prend par exemple ce photogramme, à la base, l'œil, le regard d'une chef opératrice ou d'un chef opérateur sur vraiment le travail de base pourrait avoir son intérêt parce qu'il pourrait dire, ben voilà, là ça se passe comme tu disais, ça se passe de nuit, donc on imagine c'est la pleine lune, nanana, il faut rajouter tel éclairage, tel éclairage, Tout à fait, tel éclairage. Ouais. Ça peut être ça aussi une collaboration. Alors, je sais, j'ai pas sur LB2, je sais pas exactement qui a travaillé dessus à ce niveau-là, mais ce qui est sûr, c'est un studio qui est un studio anglais, Ninja Theory. Et au sein de ce studio, il y a sûrement quelqu'un, alors je ne sais pas s'il s'appelait guide artiste, je ne sais pas, mais quelqu'un qui s'est occupé de ça et qui est venu faire précisément le travail d'un chef-op pour obtenir cette image. Parce que par défaut, c'est pas ce qu'ils avaient, quoi. De commencer à déboucher, à se poser, comme tu dis, les questions de focale. Donc là, le réalisateur du jeu a dû vouloir dire, sur ce plan-là, je veux que son visage, donc je veux que tout le fond parte dans un blur absolu, que ce soit quasiment du monochrome, qu'on discerne absolument plus qu'à derrière. Blur, c'est flou. Un flou complet, oui, pardon. Et ça, ils l'ont décidé, et ensuite, ils ont été obligés de le réaliser comme pour un film, en fait. Tu vois. Ah oui. Oui. Est-ce que là, par exemple, sur une image comme ça, on parle d'une cinématique ou est-ce qu'on parle vraiment d'un jeu Non, jeu real-time. Ouais. Alors évidemment, il y a des cinématiques dans les jeux. Alors, ce qu'on appelle dans le jeu vidéo des cinématiques, c'est quand on enlève le contrôle de la caméra au personnage et qu'en fait, on commence à faire du cinéma. C'est-à-dire que c'est le réalisateur qui commence à choisir, voilà, là on va raconter un bout d'histoire, il y a des plans et donc il n'y a plus le contrôle du personnage. Mais en fait, dans les jeux vidéo, le rendu de la cinématique ou du jeu real-time, c'est le même. C'est les mêmes modèles, les mêmes lights, les mêmes personnages. À 99%, c'est la même chose. Donc en fait, les problèmes d'éclairage, de réalisation, etc. se posent pour les séquences de jeu comme pour les séquences cinématiques de la même façon. On n'a pas les moyens de faire deux univers complètement séparés. Certains jeux ont des modèles plus détaillés pour les cinématiques, mais ça c'est pour améliorer un peu la qualité. Mais grosso modo, les problématiques et la tech sont les mêmes. Alors, hop. Alors tiens, ça c'est un jeu qui t'est un peu familier. Oui, donc ça c'est un jeu qui m'est un peu familier. Donc c'est tiré de Empire of the Ants, les fourmis que mon studio a réalisé et ça est sorti fin 2024. Et là-dessus, en l'occurrence, pourquoi je voulais le montrer, c'est parce qu'il y avait le début de maîtrise des décors et en particulier parce qu'on a utilisé une technique qui est la photogrammétrie. C'est pour ça qu'on a là un ballon qui paraît très réaliste et qui l'est parce qu'en fait c'est un ballon qui a existé. C'est-à-dire que quelqu'un a pris ce ballon, pas nous, et ensuite a pris des centaines de photos de ce ballon, ce qui est la technique de la photogrammétrie, et ensuite a demandé à un logiciel de le reconstituer en 3D, en objet 3D, que nous on a pu importer dans notre scène et utiliser. Et ça c'est quelque chose, on a fait partie des premiers jeux à l'utiliser massivement, on a utilisé beaucoup d'assets de type photogrammétrie dans notre jeu, pour justement augmenter le niveau de réalisme perçu. Alors c'est exactement ce que je disais, cette image-là, quand on l'a sortie, ça faisait partie des rendus
les plus réalistes et les plus photoréalistes de 2024. D'ailleurs, c'est un jeu pour lequel on a gagné un prix d'excellence visuelle au Pégase l'année dernière, en fait. Donc, ça, qui a enregistré que, bon, ben, voilà, c'était vraiment... vous étiez au sommet de ce qu'on a fait en rendu de jeux vidéo. Mais je suis très conscient que dans 10 ans, quand on reverra cette image, on aura la même impression que quand on voit les épisodes 1, 2, 3 de Star Wars qui sont en synthèse et qu'on voit les personnages, la synthèse de ces années-là, et qu'on se dit, oui, c'est pas celle d'Avatar 3 qui vient de sortir, il y a un fossé entre les deux. Donc ça va encore progresser, mais c'était quand même déjà une avancée dans la maîtrise des décors et dans la maîtrise du fait de pouvoir incorporer du réel dans un jeu. D'accord. Et hop. Et alors justement, voilà, ça c'est une petite vue du futur. Donc ça, paradoxalement, c'est un jeu un peu ancien qui est... Enfin, au niveau technique, qui est Cyberpunk 77, dont on a parlé, celui de Keanu Reeves. Mais là, sur des PC, il a été modifié pour être rendu avec un rendu global hyper réaliste. Alors évidemment, c'est assez intéressant parce que là, on utilise des techniques vraiment de pointe, ce qu'on appelle de l'illumination globale et du ray tracing. En fait, c'est du path tracing pour les spécialistes, mais des techniques en fait qu'on n'est pas encore complètement capable de faire en temps réel. C'est-à-dire que pour rendre ça et pour pouvoir le jouer, il faut un PC à 10 000 €, quoi. Il faut une machine extrêmement puissante pour être capable de faire ce rendu. Les consoles, même du type PlayStation 5, ne sont pas capables de faire ça, mais vous pouvez être certain que les PlayStation 6 et les PlayStation 7 seront capables de ça. Donc c'était juste pour dire, on va vers une possibilité d'hyperréalisme. Alors là, en particulier sur la voiture, ce qui est intéressant là, comme ça n'a pas été fait pour ça, c'est que la voiture a fait un bond, parce qu'elle réfléchit tout ce qui l'entoure, et elle commence à avoir une apparence un peu comme si on avait coupé une photo. Par contre, le reste de ce qui est derrière, les immeubles, etc., sont encore avec la technologie de rendu des années 2020 du reste du jeu, et on voit une différence. C'est pour ça que cette image m'intéressait, parce qu'on se rapproche de l'hyperréalisme, localement pour la voiture, parce que ça brille, parce que c'est très adapté à ça, mais on n'est pas encore capable de générer une scène entière hyperréaliste. C'est-à-dire, en réalité, Avatar 3. Si on regarde Avatar 3 aujourd'hui, ça devient vraiment difficile de faire la différence entre les plans qui ont été photographiés et les plans qui ont été entièrement calculés. C'est en train de se blurrer, et même les spécialistes n'arrivent plus vraiment à dire la plante qui est là, vous l'avez modélisée ou vous l'avez photographiée. Ça commence à devenir dur de voir la différence. Mais parce que c'est du précalculé, les jeux vidéo atteindront ça en poussant ces technologies, probablement dans les 10 ou 15 années qui viennent. Donc quand quelqu'un refera un documentaire à la CNIT Thaïlande sur un jeu qui sera sorti en 2030, alors là, quand il y aura les plans du début assez contemplatifs, vous n'arriverez plus à faire la différence et à dire « Ah, mais ça, c'est un rendu de jeu vidéo. » Voilà. Ce qui déjà est intéressant, il y a quelques plans au tout début du documentaire qui sont plus simples, 1 ou 2 plans de près avec des caténaires, et où justement il n'y a pas de personnage qui bouge. Ah, okay. Et ces quelques plans-là au début du documentaire, si tu les voyais d'un peu loin, tu pourrais presque commencer à te dire que c'est de la photo en fait. Tu vois, et pourtant DayZ, c'est une technologie de 2012-2014, donc ça a déjà 10 ans. Tu vois. Par contre, on le voit dès qu'il commence à y avoir des humains dans le champ, enfin, des personnages dans le champ, des interactions, des mouvements. Alors là, tout de suite, on fait OK, non, c'est du rendu de jeu vidéo. Mais dans 10-15 ans, il n'y aura plus de différence entre les deux. Voilà. Donc là, je fais une légère digression. Si vous n'avez pas vu Needs Island, en fait, il est toujours disponible sur le site de France Télévisions. Et je vous invite à le regarder ou à le revoir parce que c'est un documentaire absolument passionnant. Pardon, vas-y. Voilà. C'est la dernière. La dernière. Et donc, en fait, au fil de cette évolution qui a duré 50 ans, maintenant, un film ou un jeu vidéo, ça mobilise exactement les mêmes arts, les mêmes acteurs, les mêmes auteurs et les mêmes technologies pour leur réalisation. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans une carrière dans le jeu vidéo, vous commencerez à faire des jeux pour les 20 ans qui viennent, ce sera commun pour vous de travailler avec des acteurs, de travailler avec des monteurs, de travailler avec des chefs opérateurs, de travailler avec des directeurs d'acteurs, de travailler avec des scénaristes, qui très souvent travailleront avec vous et ensuite iront travailler sur un film, une série, un court-métrage, etc., basculeront vers le jeu vidéo. Et les méthodes et les domaines et les personnes qui réaliseront les deux vont être de plus en plus en fait, fusionnés, intermêlés. Après, sur le fond, il y a une différence de médium absolument fondamentale entre un jeu vidéo et le cinéma. Donc, ce n'est pas la même chose de réaliser un film et de réaliser un jeu vidéo, parce qu'il y en a un qui est un média linéaire et l'autre qui est un média interactif. Mais sur la façon de le faire, sur l'industrie qui est autour, on va être quasiment soudés. Et c'est vrai qu'il y a aussi une autre manière de, j'aime pas ce terme, mais de consommer, entre guillemets, de voir un film, puisqu'il a une durée donnée, 1h30, 3h... ou plus pour les plus courageux, mais un jeu vidéo, lui, a une durée qui peut être extensible quasi à l'infini ou pas.
Alors oui, ça dépend des types de jeux. Oui. Alors, il y a des jeux qui justement, de la même façon, ont un début, une apogée, une fin, qui ont une structure en fait de classique, de Oui, c'est scénario, ça, comme ça, et qui sont prévus pour durer 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures, en fonction de Ouais. leur durée. Quand c'est fini, c'est fini. Et ensuite, comme celui sur lequel dont on a vu le documentaire, des Z, mais d'autres, hein, des World of Warcraft, des EVE Online, sont des univers permanents qui existent en permanence, qui sont des univers online pour la plupart d'entre eux, et dans lesquels on peut passer autant de temps qu'on veut. Donc là, les documentaristes ont passé 960 900, heures, ouais, plus de 900. ce qui est très peu. Des gamers comme moi ont passé facilement dans plusieurs jeux des milliers d'heures. Et des gens dans des jeux comme EVE Online ou World of Warcraft, certains ont passé des dizaines de milliers d'heures dans le même jeu. Il y a un autre documentaire dont je crois qu'ils ont évoqué, qui est, je crois, actuellement sur Netflix, et qui documente la vie qu'a eu un jeune homme dans World of Warcraft, et dont on s'est rendu compte à sa mort, c'était quelqu'un qui avait de gros problèmes de santé, qui est mort malheureusement assez jeune, et quand il est mort, ses parents se sont rendus compte qu'il avait une vie entière, y compris une vie amicale, affective, sentimentale, dans cet univers virtuel. Et lui, donc, il n'y avait pas passé 900 heures, il avait dû y passer 20 000 heures, une partie majeure de sa vie. Alors, peut-être que l'on peut regarder. On va peut-être regarder le teaser des Empire of the Ants, donc l'Empire des fourmis. Et puis, alors. Juste petit truc technique concernant les questions dans la salle, il y en aura bien entendu, mais attendez bien d'avoir le micro parce que cette présentation est filmée. Par conséquent, il faut qu'on puisse vous entendre. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Donc là, hop, on regarde le trailer, la bande-annonce. Peggy 7. Alors, merci. Donc Voilà, stop. Allez, hop. la raison pour laquelle je trouve intéressant de montrer ça, c'est parce que si on le voit comme ça, c'est plus très très loin d'une bande-annonce de film en fait. Et surtout la façon dont on a préparé ça a été faite vraiment comme un film, c'est-à-dire que un réalisateur qui était Yannick, qui avait l'expérience de ça, a pris des rushs, exactement comme pour Knit Island, donc a pris des heures et des heures, des dizaines d'heures de rush dans le jeu. Et ensuite, au final, ça a été monté, d'ailleurs monté aussi par le directeur audio, qui a fait le montage final pour que la musique corresponde. La musique est une musique qui a été produite pour le jeu par des compositeurs qui ont d'ailleurs été nommés pour des prix pour ça, et qui a été ensuite enregistrée par un orchestre réel. Et donc, ce process est très très proche de ce qu'on ferait pour un film, en fait, vraiment. Et les images elles-mêmes, alors comme j'ai dit, étaient aussi belles qu'on pouvait les faire en 2024. Dans une dizaine d'années, on se dira, on pourra faire quelque chose d'indifférenciable, Avatar 3, quoi. Mais fondamentalement, la façon de procéder, puisque c'était un peu le sujet, les métiers, et sur un trailer comme ça, on sait poser des questions de directeur de la photo.
Il y a plein de plans où on s'est posé les questions de où est-ce qu'on mettait le point de vue, Où est-ce qu'on met la caméra, où est-ce qu'on met la caméra, quelle focale, quelle focale, quand on voit qu'y a-t-il les comme fourmis mouvement de passer, caméra, voilà. Est-ce qu'il y a les plans de caméra, les durées, et ensuite les questions de montage avec le montage audio, etc. Donc ça se rapproche de plus en plus, et c'est pour ça que je voulais le montrer. On a eu besoin en fait des mêmes compétences pour faire ça. Alors que il n'y a pas une seule de ces images qui soit des photographies, hein. C'est entièrement du rendu de jeux vidéo. Voilà. Enfin, il faut juste savoir, parce que je vois qu'il y a des sous-titres à un moment, donc il faut savoir parler fourmi pour faire le jeu. Oui, on a inventé un langage. Vincent, notre excellent directeur audio, a inventé un langage fourmi entier, un peu comme avaient été faits les Chewbacca et les effets spéciaux de Star Wars il y a très longtemps, en prenant différentes bestioles et en les déformant, en travaillant dessus pour créer cette espèce de métalangage qui marche pas mal. Et pour immerger encore les gens, on ne voulait pas avoir des fourmis qui parlaient en français ou en anglais. Enfin, on voulait quelque chose immerger les gens à la fois par un rendu graphique plus photoréaliste, ou qu'on essaie de faire aussi photoréaliste que possible, et aussi par justement que tout l'univers audio, finalement même chose que pour un film, hein, il y a une direction audio très, très importante, immerge et qu'on n'en ressorte pas par des voix. Alors, est-ce que... Donc on pourrait passer à un trailer d'un autre jeu qui est justement Cyberpunk 77, qui a un univers complètement différent. Attends. Ah oui, celui-là. Ouais. Cette bande-annonce. Là, donc une autre bande-annonce, c'est Keanu Reeves, en fait. Alors là, il y a Keanu Reeves. Il n'y a pas que lui. Hein. Si vous verrez dans certains plans, il y a un autre acteur très connu qui est Idris Elba, qui joue aussi dans ce film. J'espère que vous êtes tous matures. Hein. If you could go back to the beginning, what would you try to change? Who would you try to save? Who would you trust? And who would you try to hold on to? Just a little bit longer. Because in Night City, a city of punks, thugs, fixers and corpos, warlords, drug lords, joy toys, rocker boys. A city of legends. All you really have is how you'll be remembered. And who remembers? In Night City, you don't fight to win, or even to stay alive. You do it so that one day, you might just make it to the major leagues. And just for a moment, be something that fucking mattered. We'll never fade away. On passe d'un univers bucolique. Alors oui, voilà, ça je trouve que c'est intéressant de le montrer parce que là on est vraiment pour aujourd'hui au state of the art de ce qui se fait. C'est-à-dire que là on a la plus grosse bande-annonce pour pratiquement un des plus gros jeux vidéo qui ait jamais été fait, qui est un succès absolument phénoménal aussi. Si vous avez regardé, il y a Keanu Reeves dans le trailer, il y a Idris Elba, d'autres acteurs, de la musique qui viennent d'artistes très connus. Et toutes les images que vous avez vues et qui composent ce trailer sont des images du jeu. C'est-à-dire que si vous jouez au jeu, vous verrez ça. Ce n'est pas des images qui ont été rendues pour faire un trailer, c'est des séquences du jeu qui ont été prises et montées. Et donc là, effectivement, on pourrait presque se dire que c'est un trailer pour un film qui va sortir l'année prochaine, dans un univers de SF, de cyberpunk,
assez influencé par des films comme Blade Runner, etc. Mais non, c'est un jeu vidéo. Le niveau de production est absolument hallucinant, aussi bien dans la qualité des effets, la qualité des trucages, la qualité des plans, la qualité du rendu. Et ça, c'est jouable sur une PlayStation 5 aujourd'hui, quoi. Donc pour revenir à cette image, depuis notre Space Invaders, que j'adore toujours, avec les petits extraterrestres, jusqu'à ce trailer de Cyberpunk, qui est ce qu'on a fait pratiquement de plus avancé aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des gamers parmi vous, ils ont dû aussi regarder les trailers de GTA 6, qui va arriver en fin d'année, et qui eux aussi sont de véritables petits films extrêmement bien montés. Le jeu vidéo a fait finalement une odyssée de 50 ans absolument incroyable, et maintenant a besoin de chef opérateur, parce qu'on ne fait pas ce genre d'image sans des gens qui maîtrisent cet art, en fait. Voilà. Alors, il nous reste à peu près un quart d'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oula. Alors, attendez donc le micro. Donc, il y a deux... Parce que alors, je ne vois pas très bien. C'est plutôt de ce côté-là. Ah, merci. Merci, Jérémy. Bonjour, ça marche pas? Vas-y. Vas-y. Ah, pardon. Merci beaucoup pour avoir fait un petit résumé de 50 ans de jeux vidéo comme ça en si peu de temps. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, ma question, elle est plus par rapport en tant que game director et du coup par rapport à la mise en scène. C'est comment est-ce que vous abordez le fait de faire de la mise en scène entre guillemets cinématographique, en tout cas qui évoque cet imaginaire-là, à la fois dans ce qu'on appelle les cinématiques et le gameplay, parce que souvent il y a aussi des critiques de cinématiques qui en fait dépossèdent le joueur de son pouvoir d'agir. Et comment est-ce que vous abordez le fait de garder cette esthétique et cette ambiance comme ça dans les jeux pour que le joueur reste impliqué? Voilà. Alors c'est une très très bonne question, et c'est une question qui taraude le jeu vidéo depuis longtemps. Est-ce qu'il faut faire des cinématiques? Est-ce que l'essence même du jeu vidéo n'est pas l'interactivité? Et donc est-ce que c'est encore légitime par moment de dire aux joueurs, bon, tu poses la manette ou la souris, là pendant 5 minutes, 10 minutes, c'est du cinéma en fait, c'est plus de jeu vidéo. Il y a des réponses qui ont été données il y a longtemps. Par exemple, je parlais d'un jeu qui était très important dans l'histoire d'évolution des jeux vidéo, qui est Half-Life. Half-Life était important parce qu'il amenait un scénario, et dans Half-Life, ils avaient choisi de ne jamais couper les contrôles. Donc ils faisaient en fait ce qu'on appelle des cinématiques real time, c'est-à-dire qu'une scène se produit, des personnages se parlent, quelqu'un rentre, quelqu'un tire sur quelqu'un, mais je garde le contrôle de mon personnage comme dans le reste du jeu. Et donc ça veut dire que je suis libre de regarder la scène ou de ne pas la regarder, de regarder le plafond. Mais il y a donc une école du jeu vidéo qui considère que rester immersif, rester dans une réalisation, comme tu le dis, de jeu vidéo où le joueur a le contrôle finalement du point de vue et du temps, est préférable, mais du coup il risque de rater finalement quelque chose de très important qui va se passer dans le hors-champ parce qu'il ne regardait pas au bon endroit. Certains considèrent que c'est plus immersif, que c'est souhaitable, et d'autres jeux considèrent que pour pouvoir passer en particulier des émotions très fortes, pouvoir passer du jeu d'acteur précis, pouvoir jouer finalement avec la force des techniques de cadrage, de montage son, on a besoin de redescendre, je dirais, au niveau interactivité à de la cinématique. Ce que font d'ailleurs aussi bien Cyberpunk que The Last of Us, qui ont des cinématiques de niveau incroyable, enfin de niveau de réalisation d'un film à gros budget, et qu'eux considèrent qu'ils ne peuvent pas perdre ces outils pour réussir à passer des émotions différentes de ce qu'on a quand on a le contrôle de la caméra. Donc c'est vraiment un choix, ça dépend du jeu que tu fais. Si tu fais Minecraft, il n'y a pas de cinématique. Si tu fais Cyberpunk, il y a des cinématiques incroyables avec des monologues de Keanu Reeves pendant 5 minutes qui sont fabuleux et qui sont une vraie scène de cinéma. Donc c'est un choix, ça dépend de ce que tu veux obtenir, mais c'est une grande discussion dans le monde du jeu vidéo. Oui. Mais c'est marrant parce que tu vois, quand je fais référence aux deux bandes annonces que l'on a vues, donc l'Empire des fourmis et puis Cyberpunk, j'ai l'impression que pour moi le photoréalisme est beaucoup plus évident dans le tien que dans Cyberpunk, qui peut presque être un film d'animation sans forcément être extrêmement réaliste. Alors ça, c'est parce que c'était leur intention. Hein. Cyberpunk, ils ont voulu avoir un rendu qui soit plus stylisé, on va dire. D'accord. Et nous, on avait l'intention d'avoir quelque chose de plus immersif. Donc on commence justement, et ça c'est intéressant pour chez FOP, à avoir un vrai choix de quelle est la photo. Un peu comme si on fait du cinéma, on peut faire du Pixar. Hein.
Oui. C'est du dessin animé cartoon, et on se dit, bah voilà, j'ai une esthétique comme ça. Ou on peut vouloir faire de la photo très réaliste ou de la photo noir et blanc très contrastée. Donc on commence à avoir ce choix dans le jeu vidéo, en fonction du jeu qu'on fait, des sentiments qu'on veut évoquer, justement de la direction du jeu. On peut choisir, si Cyberpunk a fait un rendu comme ça, c'est pas par limite de temps, de budget ou de moyens. C'est que ça correspondait à la vision qu'ils avaient du jeu. Volonté artistique. Une volonté artistique, et nous aussi. Et il y a d'ailleurs d'excellents jeux qui sortent là en 2026, qui ont un rendu, justement parce que c'est possible, cartoon, très stylisé, et ça ressemble à du Pixar en real time, et d'autres qui vont pousser vers, au contraire, du Last of Us, où tu essaies d'avoir la ride sur le front du personnage, parce qu'on a besoin pour passer un sentiment, quoi. Alors, il y avait une autre question. Je vais juste mettre un gameplay derrière, ce sera marrant, je crois. Merci, ça Je me va laisse illustrer le reste. ma question. Mettez-leur muté, hein, comme ça on pourra m'entendre, peut-être. Non? Ok. Bonjour monsieur, merci beaucoup de cette intervention. 2 questions en une. Est-ce que les technologies comme Google Genie vont être intégrées dans les workflows futurs? Et est-ce que vous prenez les CV de réalisateurs court-métrage, clips et producteurs de musique également? Alors sur la première question, c'est-à-dire en fait l'utilisation de l'IA pour générer l'image, oui, d'une façon ou d'une autre, ça va arriver, peut-être pas tout de suite, mais ce que vous voyez actuellement à l'écran, finalement, c'est un univers 3D décrit principalement par des modèles, des meshes et des shaders qui ont été rendus comme ça. Il sera possible, peut-être déjà possible, enfin c'est en train de venir, de dire en fait le moteur de rendu n'est plus un moteur de calcul vectoriel 3D, mais le moteur de rendu est un moteur d'inférence de réseau de neurones qui à la fin rend la même chose. Tu vois, donc c'est imaginable. Pour l'instant, techniquement, alors je sais qu'il y a eu des expérimentations, mais avec des trucs vides, on en est loin techniquement. Et surtout, ce qu'on ne dit pas pour l'instant, c'est que pour faire ça, il faut des puissances de calcul astronomiques. Donc économiquement, c'est pas possible. Une PlayStation 6 n'aura pas suffisamment de puissance de calcul pour générer de l'image entièrement par LLM ou par réseau neuronal. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, que ça n'arrivera pas un jour, mais fondamentalement, c'est juste une caméra différente. C'est pas ce qui fera un bon ou un mauvais jeu. Tu vois ce que je veux dire? Simplement, peut-être que ça changera les façons de travailler, les métiers. Mais les métiers du jeu vidéo, moi je les ai déjà vus changer gigantesquement. J'ai vu le passage principalement de la 2D à la 3D. Moi je suis arrivé à la fin de la 2D, au début de la 3D, à la fin des années 90. Et il y avait des gens qui étaient des spécialistes pour faire des jeux vidéo en 3D, qui étaient des maîtres du sprite, etc. Et tout d'un coup on leur a dit, en fait les LLM sont arrivés, ton rendu de shader en 3D on n'en a plus besoin, maintenant on fait de la 3D. Enfin, tu vois, donc des disruptions technologiques dans le jeu vidéo, il y en a déjà eu plein. Et je ne parlerai même pas par exemple de l'arrivée du online. Tous les jeux du début sont offline et tout d'un coup c'est on peut faire des jeux multijoueurs en ligne et ça change complètement les technologies, les compétences et même les compétences de game design. C'est pas du tout la même chose de designer un jeu single player, un jeu multijoueur. Tu vois. Donc est-ce que les LLM et les futures technologies de rendu vont impacter là-dessus? Probablement. Dans un premier temps, elles vont sans doute impacter sur les outils. C'est-à-dire que au lieu de, par exemple, il y a un truc qui est très pénible dans le jeu vidéo, c'est de déplier les mèches pour aller poser les textures, c'est très technique, mais c'est du travail très répétitif, vraiment pas intéressant à faire par des humains. Même les artistes 3D avec qui je travaille, ils espèrent qu'on va avoir enfin un truc d'IA qui est capable de déplier les mèches correctement. Et d'ailleurs, ça doit commencer à arriver. Tu vois, moi, c'est pas ma spécialité, je suis pas un artiste 3D, mais le jour où ils auront plus à passer l'après-midi à déplier les mèches, ils seront contents, crois-moi, ils feront autre chose à la place. Voilà. Donc ça va changer des choses. De là avoir un rendu de ce niveau-là, entièrement généré en local sans que ça utilise un data center entier pour le faire comme une performance, je ne sais pas, mais ça va prendre peut-être 5 ou 10 ans encore. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Et pour la deuxième question, alors pour l'instant, non, désolé, je ne prends pas de CV, puisque pour l'instant, je prépare d'autres jeux, mais pas au sein du studio que je dirigeais jusqu'à l'année dernière. Et actuellement, pour répondre à ta question, c'est pas évident, comme ceux qui s'y intéressent ont dû le suivre, le monde du jeu vidéo est dans une situation économique assez compliquée. Il y a une grosse restructuration en fait de la façon dont les studios opèrent, avec des géants comme Ubisoft, avec qui j'ai collaboré dans le passé, qui sont en train de se restructurer massivement et de manière assez douloureuse parfois. Mais c'est vrai d'absolument tous les studios. On est un peu à l'équivalent des années 60, quand le système des studios hollywoodiens en fait, a implosé sur lui-même, et que le New Hollywood est arrivé, et que la façon de faire des films a changé. Ça n'a pas changé le fait que des gens ont fait des choses intéressantes avec le jeu vidéo, mais la façon de travailler, la façon dont les métiers s'organisent, dont les structures, on va dire même économiques s'organisent, est en train d'évoluer rapidement. Et donc, c'est une période de grande opportunité, mais pour trouver du travail là-dedans et y travailler, c'est un peu le chaos actuellement. Ça va sûrement se stabiliser dans un nouveau modèle dans les années qui viennent, mais actuellement, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, moi, j'en ai marre qu'elles égouillent des gens comme ça en permanence. Donc, je vais mettre l'autre...
Ah, parce qu'elle a dézingué, là, pendant que vous parliez, hein, ça n'arrête pas. Je vais mettre les fourmis, ce sera plus cool. Hein. Voilà. Alors, la question suivante, j'avais une question par là, et ensuite ici. Oui. Je crois que c'est... Ah oui. Je voulais savoir si... Pardon. Ah. Si vous vous basiez seulement sur le progrès réaliste et pas sur plutôt l'abstraction. Enfin, est-ce qu'il y a aussi une évolution, tout ce qui n'est pas dans le réalisme et dans le Oui, bien sûr, cinématographique Oui, bien sûr. Oui, la différence, c'est qu'avant, on n'avait pas la possibilité du réalisme. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, on ne pouvait pas, là on voit des images des fourmis, on ne pouvait pas réaliser un jeu vidéo en ayant cette target graphique, en fait, cette render target. C'était impossible, techniquement impossible. Target cible. Aujourd'hui, effectivement, tu as aussi la possibilité de faire des jeux extrêmement stylisés, des jeux abstraits, parce que justement tu vas être capable de rendre des univers de manière abstraite, de rajouter des filtres, si tu veux, qui donnent un grain, un look particulier. Et donc, en fait, oui, tu vas avoir une liberté artistique, un panel beaucoup plus vaste, presque aussi vaste que le cinéma. Il y a d'ailleurs des gens, ceux qui sont amateurs de jeux vidéo ici, qui aiment par exemple l'esthétique du début, qui trouvent que l'esthétique qu'on avait dans Space Invaders a été bien, ce qu'on appelle le pixel art, et qui utilisent des techniques en fait des années 80-90 pour faire des jeux aujourd'hui. Et si c'est bien fait et bien appliqué, bah, ça marche très très bien et ça donne des jeux absolument excellents. Donc on n'est pas absolument obligé d'aller vers quelque chose qui s'inspire plus de du photoréalisme, même si on en est encore relativement loin. On peut tout à fait au contraire, on a la liberté de pouvoir faire de l'abstraction, de pouvoir faire des rendus plus particuliers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de liberté artistique maintenant qu'on n'en a jamais eu dans le rendu de jeux vidéo. Et ça, pour les game directors, les art directors, c'est enfin, on pourrait dire, quoi. Alors, on en est très content. Alors la conclusion que j'ai l'impression qu'on peut tirer, c'est qu'actuellement, il y a plus de métiers qui sont spécifiques aux jeux vidéo que de métiers qui sont spécifiques au cinéma, en tout cas entre les deux. Mais du coup, ma question, ce serait quels métiers du cinéma n'ont pas encore effectué ce lien entre les deux? Donc, qu'est-ce qui reste, en gros? C'est un peu ce que je disais. En ce moment, presque tous les métiers du cinéma sont en train de venir ou de participer aux jeux vidéo. C'est en train de se faire. Donc, éclairagiste, animateur, direction d'acteur, scénariste, scénariste, dialoguiste, monteur. Ils sont tous en train de transitionner. Il va rester dans le jeu vidéo une série de métiers qui sont spécifiques aux jeux vidéo. En particulier le game design, qui est vraiment la discipline absolument spécifique du jeu vidéo qui n'existe pas dans le film du tout, et qui n'ira pas non plus dans l'autre sens. Il n'y a pas de game designer qui vont aller s'intéresser, travailler sur du cinéma, à moins qu'ils changent de métier. Mais il y a des métiers spécifiques dans le jeu vidéo, mais par contre, il va utiliser absolument tous les métiers du cinéma. Je ne vois pas vraiment d'exception, en fait. Éclairagiste, si peut-être... et encore, ça se discute. Tu vois, j'allais dire, par exemple, maquilleur et coiffeur. Et en fait, c'est pas complètement vrai. Il commence à y avoir des artistes 3D qui se spécialisent dans le fait de fabriquer et de coiffer les cheveux virtuels des personnages. Tu vois, en utilisant des plugins, par exemple sous Maya, comme Hairdresser, etc. Et donc, en fait, non, on commence à avoir des coiffeurs de plateau, même dans le jeu vidéo, tu vois. Donc, voilà, pratiquement tous vont transitionner, je pense. Oui. Alors, y a-t-il peut-être 2 dernières questions, parce qu'il va falloir s'arrêter. Très bien, vas-y. Oui, vas-y. Ouais. J'ai 2 petites questions, en tout cas. La première, c'est que on remarque qu'il y a beaucoup dernièrement d'adaptations filmiques de plein de choses. Y compris de jeux, du coup, comme vous avez dit, The Last of Us, Uncharted aussi, je crois. Ouais, Resident Evil, Uncharted, ça a été fait. Oui. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir l'inverse qui pourrait se profiler dans le temps de passer d'un film à dire un... Oui, ça existe déjà depuis. Il y en a déjà pas mal, en fait, oui, de films qui sont des adaptations d'univers, de jeux qui sont des adaptations d'univers filmiques. Alors c'est un gros sujet aussi. Là, on rentre dans le sujet très. On pourrait faire une conférence entière sur l'adaptation, que tu adaptes d'ailleurs un livre en film, un livre en jeu vidéo, un jeu vidéo en film, etc. Tu changes complètement de médium, en fait, et d'intention. Et il faut recréer une œuvre qui soit aussi bonne dans son médium que l'était l'autre. Tu vois. Donc là, oui, tu as vraiment la question croisée, qui existe. Aujourd'hui, il y a vraiment les deux, de réussir à faire une bonne série télé avec The Last of Us, qui est un jeu vidéo, ou de réussir à faire un bon jeu vidéo. Par exemple, Batman, il y a eu de très bons jeux vidéo, Arkham Knight, qui adaptait un univers en fait, de cinéma. Donc maintenant, ça va vraiment dans les 2 directions.
ça reste délicat. Hein. Faire une adaptation, c'est assez compliqué. Là, tu vois, ce qu'on a fait avec Empire, c'est que c'est l'adaptation d'un roman à l'origine, de Bernard Werber. Donc, moi, j'ai eu le roman, je l'avais lu quand j'étais jeune. On a travaillé avec l'auteur, on a eu la chance de pouvoir, nous, parce qu'il était encore vivant, accéder à l'auteur, discuter avec lui et de pouvoir discuter justement de son intention, de préciser son intention pour essayer de la garder, pour essayer de faire un jeu vidéo qui soit, espérons-le, un bon jeu vidéo et qui soit fidèle à l'œuvre d'origine. Mais l'adaptation, c'est toujours c'est compliqué. Tu as une deuxième question ? Je vous remercie. Et du coup, ma deuxième question, c'est quel est le jeu vidéo, ou en tout cas l'expérience qui vous a donné envie de faire ce que vous faites aujourd'hui, en fait ? Oula, 30 secondes. Ah, c'est dur. Hein. Un peu toute l'histoire du jeu vidéo. Enfin, moi, j'ai eu presque la chance de vivre l'intégralité de l'histoire du jeu vidéo, d'avoir un père qui a ramené un Pong dont tu parlais quand j'avais 5-6 ans à la maison, c'est parmi mes premiers souvenirs, et ensuite d'avoir eu toutes les consoles de jeux vidéo quand elles sortaient, et puis les micro-ordinateurs, les PC, etc. Donc, ce qui m'a donné envie de jouer, ce qui m'a intéressé dans les jeux vidéo, déjà, c'est que j'avais grandi avec, que pour moi c'était un médium beaucoup plus nouveau que le cinéma, qui existait déjà depuis longtemps quand j'étais jeune, et en plus qu'il y avait au départ un aspect très technique qui me fascinait aussi, tu vois, l'évolution qui aujourd'hui est un peu terminée dans le sens où pour votre génération, avoir un rendu comme ça, c'est presque normal. Pour moi, c'était presque un rêve qu'un jour on puisse avoir ça. Voilà. Donc suivre ce rêve, voir l'évolution, se dire on a un personnage en 3D tout moche, puis maintenant on a un personnage en 3D qui ressemble presque à quelque chose, et maintenant on a un personnage en 3D, il peut même avoir une expression. Pour des gens comme moi, à chaque fois, c'était vraiment passer une frontière, si tu veux. Donc c'était assez passionnant de vivre cette évolution. Qu'est-ce qu'il lance là ? Ça, c'est des fourmis cracheuses d'acide qui existent réellement et qui crachent de l'acide formique sur leurs ennemis pour dissoudre leur carapace en chitine. Voilà. Écoute, ça me fait plaisir. Alors une dernière question peut-être ? Oui, moi ce serait pour... Ah oui. Bon, il y aura les deux, allez. Mais on fait les deux, on arrête. C'est une heure deux. Oui. Vas-y. Mais c'était pour savoir si la réalité virtuelle avait encore un intérêt, vu qu'on se dirige plutôt dans tout ce qui est photoréaliste. La réalité virtuelle, c'est-à-dire l'immersion avec la 3D stéréoscopique. Ça existe, c'est un moyen de sortir d'un écran plat et d'avoir un sens de profondeur plus important. On pensait que ça allait être quelque chose de très important il y a une dizaine d'années ou encore jusqu'à 5 ans. On pensait que vraiment ça allait devenir la norme comme interface de jeux vidéo. Et en fait, pour des questions de technique et de praticité, c'est pas encore le cas. Alors ça existe, il y a des choses assez impressionnantes qui ont été faites avec. Il y a même du jeu vidéo mainstream comme PlayStation qui a sorti des PlayStation VR 1 et 2 qui sont assez convaincants. Donc c'est une niche du marché. Mais pour l'instant, c'est un peu restreint par la technique justement. T'as pas encore des lunettes suffisamment légères avec un rendu suffisamment agréable pour que tu aies envie de pouvoir jouer 5 heures d'affilée avec ça sur la tête en fait. Donc il y a des gens qui le font, il y a des fans du VR, moi j'ai un de mes associés qui joue à des courses de voitures automobiles, tu vois, très réalistes, des simulateurs automobiles avec de la VR pour avoir le sens de la profondeur, etc. pendant des heures. Donc ça existe, mais c'est pas encore devenu mainstream. Pour l'instant, le jeu vidéo, c'est encore de l'écran plat 2D. Ça s'est appelé évoluer éventuellement si la tech s'améliore. Oui. Donc la toute dernière question. Oui, moi ce serait juste pour vous demander en quoi consiste précisément votre métier et quel a été votre parcours pour pouvoir exercer ce métier. D'accord. Alors le plus proche, ça serait, si on voulait faire une référence au cinéma, en fait un réalisateur de cinéma en fait. Et un peu comme les réalisateurs de cinéma, les parcours qui amènent à ça sont assez divers. Il n'y a pas forcément de parcours tout fléché. Mais il y a des écoles qui existent actuellement. Il y a des écoles qui existent qui forment à ça, ou qui forment en particulier au game design. Après, dans mes amis qui sont réalisateurs à peu près de ma génération, il y en a qui venaient d'écoles de cinéma, d'autres comme moi qui en fait avaient une formation d'ingénieur à l'origine, donc moi j'ai une formation scientifique, d'autres qui venaient au contraire de formation artistique, certains qui étaient peintres, des gens qui étaient scénaristes. Un peu comme pour le cinéma, tu vas jamais pratiquement commencer ta carrière comme réalisateur, enfin comme au cinéma, tu vas commencer par t'occuper souvent d'un autre domaine, et puis progressivement, tu vas t'intéresser aux autres domaines. Et ce qui est difficile, mais comme pour un réalisateur de film, c'est qu'il faut que tu sois pas trop mauvais dans un peu tous les domaines, quoi. C'est qu'un réalisateur de film, faut quand même. Alors, ils ont tous un peu leur spécialité. Kubrick, c'était un photographe, il était très très fort en photo, mais évidemment, il fallait bien qu'il fasse aussi du scénario, la direction d'acteur, du montage, etc.
Les réalisateurs de jeux vidéo, c'est pareil. Souvent, ils sont un peu plus forts dans un domaine, parce que c'est celui qui les intéresse le plus. Ça peut être le scénario, ça peut être le game design, et ça va influer évidemment sur le type de jeu qu'ils vont faire. Moi, par exemple, je suis quelqu'un puisque tu me demandais ma carrière, qui en fait commençait comme game designer. Au départ, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de design de jeux qui n'étaient pas des jeux vidéo, donc jeux de plateau, jeux de rôle, ce genre de choses. Pendant 10 ans, très longtemps, j'ai publié des jeux de plateau, des jeux de rôle, donc c'était des choses qui n'étaient absolument pas digital et numériques. Et à un moment donné, l'industrie du jeu vidéo s'est rendue compte qu'elle faisait des jeux plus complexes et qu'elle manquait de game designers. C'était Ubisoft en l'occurrence. Ils ne savaient pas où les trouver. À l'époque, il n'y avait pas d'école, personne qui avait de l'expérience de faire ça. Et donc ils se sont dit, on va aller chercher des gens qui ont déjà fait des jeux, et donc des jeux de plateau, du jeu de rôle, du grandeur nature, tu vois, donc qui ont déjà un peu cette culture d'organiser des expériences ludiques, et on va leur proposer de devenir game designer de jeux vidéo, et c'est comme ça que j'ai commencé, par exemple, à Ubisoft, en fait, initialement. Ok, merci beaucoup pour votre attention, et merci beaucoup à Renaud Charpentier d'avoir passé cette heure avec nous.